Quand t'es patron, t'as la liberté de décider de tout, mais t'es aussi emprisonné dans ton entreprise. C'est en train de s'améliorer parce que je prends aussi sur moi. Les gars sont tout aussi capables que moi de le faire. C'est juste en fait d'essayer de leur donner confiance. Comment tu trouves tes premiers chantiers ? Comme tout artisan qui démarre de rien, ça n'a pas été les grandes années au tout début, hein. On avait des tout petits salaires. L'opportunité que offrent les Compagnons du Devoir, c'est de pouvoir apprendre son métier dans différentes régions et dans différentes entreprises. Je me suis dit, je vais créer un compte Instagram et tous les chantiers qu'on va faire, on va les photographier et comme ça on dira aux clients, allez voir sur Instagram, il y a des installs de pompes à chaleur, de chaudières, de salles de bain, etc. Comment est-ce qu'on fait grossir une communauté ? Déjà la base de base, c'est de... Salut Gonzague, j'espère que tu vas bien. Merci de me faire l'honneur de participer à ce nouvel épisode de Bâti Légende. Donc c'est un podcast où je pars à la rencontre d'entrepreneurs au parcours inspirant et je vais te poser plein de questions que je répète à chaque fois, mais on n'a pas préparé l'interview, donc tu sais pas les questions que je vais te poser. Ça va aller, moi je suis une pipelette donc ça va aller. Pas trop stressé ? Non, ça va. Ok, c'est cool. C'est une première pour moi, mais c'est sympa, on est bien. Gonzague, on se connaît, t'es chauffagiste. Ouais. Tu vas te présenter rapidement. Là on est dans un studio à Lille. Donc dans ton fief. Dans ton fief, j'allais dire dans ton quartier. C'est ça. Tu peux te présenter rapidement ? Ouais, alors mon prénom c'est Gonzague. Donc j'ai une entreprise pas loin d'ici, à une vingtaine de minutes de Lille. On est 4 au total, donc j'ai un associé, 2 salariés. Et pour parler, on va dire assez rapidement mon parcours c'est j'ai fait 2 ans d'apprentissage du côté de Lille, chez les Compagnons du Devoir. Alors attends, excuse-moi, je te coupe Gonzague, on va y venir à ton parcours. D'accord. Et je vais même aller te tirer les verres du nez. T'as quel âge ? J'ai 39, Ok. bientôt 40. Ok. Parce que tu sais, moi je suis des fois un peu verrouillé, j'ai besoin qu'on parte du vas-y. début. T'as grandi où ? J'ai grandi, alors moi je suis né du côté de Jeanlin, mais j'ai grandi à peu près dans le même secteur où je suis aujourd'hui, dans une vingtaine de minutes de Lille. Ouais. Ok, ça marche. T'as grandi ici, donc là t'as 39 tu m'as dit ? 39 ans. Et donc t'as démarré ta vie professionnelle directement dans le chauffage et la plomberie ou Ouais, j'ai vraiment démarré après le brevet des collèges, à 16 ans. Et je suis parti chez les Compagnons du Devoir et depuis j'ai jamais quitté le métier. Ok. Donc voilà. Donc ouais, toi t'es un natif du chauffage et de la plomberie. Compagnons du Devoir, c'est assez... pour moi c'est le parcours, c'est vraiment excellence. Ouais, j'avais une volonté... En fait, ce que m'a apporté beaucoup les compagnons, c'est vraiment de la vie en communauté et surtout d'être focus. Moi, j'avais besoin d'être focus. J'étais assez dispersé. Je savais pas trop où je voulais aller. Et là, en fait, le fait d'être... moi, c'était une volonté. Je me suis mis interne tout de suite chez les compagnons. Donc, j'étais en internat. Et l'avantage de l'internat, c'est que ça m'a vraiment permis d'être focus sur vraiment ma formation. Vraiment d'apprendre mon métier à 100%. C'est-à-dire que chez les compagnons, le principe, c'est vraiment de se former la journée en entreprise. Donc vraiment, le but de la formation chez les compagnons, c'est de se former en entreprise. Et après, en fait, tu as des cours du soir. Donc de 20h à 22h, tu as des cours du soir tous les jours de la semaine. Et le samedi, c'était perfectionnement, c'est-à-dire atelier, où on faisait des pièces, on était corrigé, on voyait avec les plus anciens les défauts, les problèmes à corriger pour vraiment évoluer. Et vraiment avoir un parcours de formation. Donc l'avantage des compagnons, c'est que moi j'avais besoin d'une structure où je sois vraiment focus. Et c'est ce que ça m'a apporté en fait. Alors moi je sais ce que c'est que les compagnons. Et d'ailleurs je voulais y rentrer mais j'étais un peu trop vieux à l'époque. Ouais. Mais j'ai toujours eu cette quête d'excellence dans ce que je faisais. Est-ce que tu peux dire en quelques mots à quoi correspondent les Compagnons du Devoir pour ceux qui connaissent pas du tout ? C'est parce que, de mon point de vue, c'était presque un peu une secte, tu vois, genre c'est des compagnons qui se forment entre eux. C'est comme un club de sport en fait. Okay. C'est vraiment le même principe. Le but des compagnons, alors l'avantage des compagnons, ce qu'apportent les compagnons, c'est le Tour de France. C'est-à-dire que l'opportunité que offrent les Compagnons du Devoir, c'est de pouvoir apprendre son métier dans différentes régions et dans différentes entreprises. Ce qui fait que derrière, en fait, ça t'apporte une expérience qui est incomparable, puisque si tu restes dans une société où tu fais toujours la même chose, et quand on sait que tu es bon dans ce domaine-là, on va te laisser dans ce domaine-là, et tu vas vraiment progresser, mais que dans ce domaine-là.
L'avantage avec les compagnons, c'est que le principe, c'est que tu as 2 ans de formation en tant qu'apprenti où tu restes à peu près dans le même secteur. Et après, chaque année, tu changes d'entreprise. Pendant combien de temps? Moi, j'ai fait ça pendant 7 ans. Et tu peux le faire autant que tu veux? Tu peux le faire moins, plus? Non, il y a vraiment des limites. À un moment donné, aller entre 7 et 9 max, Ok. quoi. Il y a C'est des presque petites un- exceptions, mais T'as voilà. un doctorat en chauffage. Non, mais la grosse force, c'est ça. C'est qu'en fait, déjà, tu as une grosse remise en question chaque année. Parce qu'en fait, tu repars de zéro, il faut que tu refasses tes preuves. Tu es bien souvent mis avec une personne et pas forcément dans le secteur que tu faisais avant. Comment ça? C'est-à-dire, moi, par exemple, je pouvais faire une entreprise où je faisais plus de plomberie. Et puis l'année suivante, je me retrouvais dans une entreprise où je faisais du chauffage, mais plus chez le domestique, dans la partie domestique. Et puis derrière, je pouvais me retrouver dans une société où je faisais du tertiaire. Ok. Donc en fait, c'est un univers qui est totalement différent à chaque fois. Donc déjà, tu as une remise en question et en plus de ça, tu côtoies. C'est un peu comme la formation, si tu faisais une formation et que tu changeais de formateur un peu toutes les semaines. Ok. Chaque formateur a sa petite particularité de formation, ses petites techniques, ses petites astuces. Tu as aussi la débrouille où quand tu te retrouves dans une boîte où ils se disent, bah, tes compagnons, que ça fasse 2 ans ou 5 ans que tu fais ça pour eux, tes compagnons, donc tu es bon. Donc on te confie beaucoup plus de responsabilités et des fois, bah, le fait d'être confronté à des problèmes où tu dois les trouver tout seul, bah, ça te fait aussi énormément progresser. Donc moi, vraiment, le gros avantage chez les compagnons, ça a été ça. Mais le principe des compagnons, c'est vraiment le voyage et d'apprendre son métier au travers du voyage, quoi. Ouais, t'es une sorte de spartiate de la plomberie chauffage. En fait, j'ai pas. Il y en a beaucoup, ils me disent que je sors un peu du lot, mais je me suis juste en fait donné les moyens. Je suis pas plus fort qu'un autre. En fait, je me suis par cette opportunité-là, le fait d'être chez les compagnons, ça m'a donné une force et cette force, elle est tout simplement que c'est que pendant 7 ans, j'ai été focus sur mon métier. Et donc là, pendant 7 ans, t'as fait le tour de France. Mm. Tu vas vraiment loin ou tu... Bah, j'ai fait un peu l'étranger, j'ai fait Rodez, j'ai fait Strasbourg, je suis parti en Espagne pendant 1 an. Ok. J'ai fait l'Allemagne, j'ai fait Rouen, Ah, donc c'est même pas que le tour de France, La alors. Rochelle. Non. En fait, on a la possibilité de partir au moins une fois à l'étranger et c'est une volonté des compagnons. C'est encore plus aujourd'hui, c'est de, entre guillemets, forcer, parce que t'es jamais forcé à quoi que ce soit, mais on t'oblige en fait à avoir une expérience à l'étranger pour vraiment avoir une ouverture d'esprit et de voir complètement autre chose de ton métier. Parce que chaque pays a des façons de travailler qui sont totalement différentes des nôtres. Donc moi, ça m'a apporté énormément. Même si au final, quand je suis parti en Espagne, j'ai pas réellement approfondi mon expérience professionnelle en Espagne, mais pour autant, ça m'a appris plein de choses pour ma vie future, quoi. Donc ça, c'était pas mal. Et les compagnons chez qui t'allais, c'était des Français ou c'était des Espagnols ou des Allemands? Alors, tu as des pays où tu as pas mal de compagnons qui sont en place, donc qui te reçoivent, qui t'aident à trouver un logement. Donc ça, c'est quand même une facilité. C'est bah, forcément, comme on a des compagnons qui ont été obligés d'un peu d'aller à l'étranger, bah, en fait, au final, ils se sont retrouvés à vivre là-bas. Et l'avantage, c'est que derrière, bah, on a une structure qui permet dans pas mal de pays de déjà accompagner les jeunes. Mais le but, c'est plus d'être en immersion. Donc, c'est pas de se retrouver à travailler avec des Français. Le but, c'est plus d'avoir un accompagnement parce que je sais pas, tu pourrais avoir 20 ans. Tu pars à l'étranger avec ton sac à dos. Donc, le fait, même pour les parents, d'avoir quelqu'un sur place qui dit, bah voilà, nous, on va s'en occuper, on va le démarrer et après, tu fais ton bout de chemin, quoi. Et pour les boîtes qu'accueillent, tu vois, des compagnons, je crois que c'est des anciens compagnons aussi en général. Non, pas forcément. Ça peut arriver. Ok. Ça peut arriver parce que de plus en plus, il y a des compagnons qui sont à l'étranger. Mais moi, je suis allé trouver ma boîte tout seul. Mais pas forcément à l'étranger, mais en France, c'est pas forcément des compagnons du devoir Non, qui reçoivent du tout. des compagnons. Il y en a. Ok. On est quand même pas mal hein, sur la France. Mais le but aussi, c'est de sortir un petit peu de cet univers-là aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je cherchais toujours. C'est déjà, tu vis compagnon une grosse partie de l'année avec tes cours du soir. Tes formations le week-end, etc. Donc c'est bien aussi d'avoir une entreprise à côté qui, elle, prend des compagnons tous les ans, donc elle sait un peu comment ça fonctionne. Mais tu te sors un petit peu du système compagnon au moins la journée, quoi. Ok. C'est un peu... Parce que entre compagnons, ça reste toujours du compagnonnage, quoi. Ok. Donc c'est bien de se sortir un petit peu de ça, quoi. Non, mais je te pose beaucoup de questions parce que moi, c'est vraiment, ça m'intéresse. Et, C'est une bonne Et- formation, c'est pas fait pour tout le monde. ouais. Parce que c'est une vie en communauté, c'est un engagement quand même personnel assez important.
C'est hyper intense, non? Tu disais, tu fais les cours du soir le samedi ou que tu... Ouais, c'est ça. Et moi, par exemple, typiquement, quand j'ai fini les compagnons, quand je suis rentré chez moi, je suis parti à l'âge de 16 ans. Donc, t'as des potes du collège, quoi. Et tu pars pendant 7 ans. Je revenais 1 ou 2 fois par an chez moi, mais c'était une semaine. Donc, en une semaine, t'as le temps de rien faire. Hein, tu profites de ta famille. Tu dors. C'est ça. et en fait, au bout des 7 ans, bah, tu rentres et en fait, tu te rends compte qu'autour de toi, il n'y a plus grand-chose, quoi. C'est qu'en fait, t'es parti à 16 ans, t'as pas fondé les liens que tu pourrais avoir quand t'es en fac ou au lycée, etc. Et donc, moi, je suis un peu reparti de zéro, même quand je suis rentré. Sur Parce ta qu'en vie fait, je personnelle, connaissais ouais. personne. Et bon, voilà, ça se fait. Mais c'est là que tu te rends compte que quand je dis c'est un investissement, ça en fait partie. C'est que je me suis focalisé sur mon métier, ça m'a passionné dès le départ. On le fait parce qu'on est passionné, hein, on le fait pas. Tu tiens pas 7 ans si t'es forcé à faire ça, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai perdu d'un côté et aujourd'hui je l'ai retrouvé. Mais par contre, j'ai gagné en sécurité dans le travail. J'ai toujours su gérer et gérer les problèmes sur lesquels j'étais confronté sur des chantiers. Et je pense que si j'avais pas fait ça, j'aurais eu beaucoup plus de mal à ouvrir ma boîte à 23 ans, quoi. On va en parler. Donc Ouais. là, t'es rentré, donc 16 ans jusqu'à quel âge? Ah, t'as créé Jusqu'à ta boîte direct? 23, Ah ouais, ouais. donc t'es Ouais, sorti des compagnons du Tour de France c'est et ça. t'as créé ta boîte. Tout à fait. Incroyable. C'était une volonté dès le départ. Je voulais faire comme mon grand-père qui a ouvert sa société. Il faisait quoi ton grand-père? Il y avait une entreprise de menuiserie agencement, Ok. qui est une grosse société aujourd'hui, hein, qui est assez impressionnante. Et lui, il est parti de zéro. Il Et, s'appelle La Paire? Non. Non, je plaisante. Non, non. Non, non. Non, mais mon grand-père, il m'a toujours un peu pris sous son aile pour me faire travailler. Je faisais des terrasses avec lui. On avait une maison de vacances. À chaque fois qu'on y allait, on bricolait. Et j'ai toujours aimé ça. C'était vraiment le domaine dans lequel j'étais focus. Et j'aimais bien faire ça. Et je pouvais bosser des heures avec lui. Et ouais, ça. Et je me suis toujours dit un jour, je serai patron, même si tu sais jamais à quoi t'attendre Ouais. quand t'es patron. Mais c'était une volonté. C'est cool. Et patron dans l'artisanat, tu le savais comment? Parce que tu vois, je prends mon exemple, à 16 ans, là, si je ferme les yeux et que je me réimagine à 16 ans, je peux te dire que je savais absolument pas ce que je voulais faire. Ah mais moi au collège, milieu de troisième, je savais toujours pas ce que j'allais faire, hein. Et un jour, mes parents, ils ont fait des travaux chez eux. Le métier manuel me plaisait, mais je m'étais pas dit j'en ferais mon métier. Et puis un jour, il y a un plombier qui est venu chez moi, chez mes parents, pour faire 2-3 bricoles. Et je suis arrivé dans la cave, je me rappellerai toujours de cette image, je suis arrivé dans la cave et je l'ai vu, le plombier, allumer son chalumeau. Et dès qu'il a allumé son chalumeau, je me suis dit, waouh, c'est trop stylé. Il t'a Et en fourni fait, l'étincelle. j'ai parlé peut-être 5 minutes avec lui, hein, mais c'est ce qui m'a donné la flamme de me dire, ouais, en fait, ça, j'aime bien, le feu, tu soudes des tuyaux, même si je savais pas forcément ce que ça voulait dire souder des tuyaux, parce que je savais pas du tout comment on faisait. Ouais. Et c'est de là que c'est parti. Et après, j'ai dit à ma maman, ouais, moi j'ai envie de faire plombier. Puis voilà, et c'est resté Et comme ça. ils ont dit quoi tes parents? Mes Ils parents, étaient ils ont. ok? Ouais, parce que ils sentaient que j'allais un peu à droite à gauche. Alors, j'étais pas un perturbateur dans le sens je faisais rien à l'école. J'essayais de faire ce que je pouvais, mais j'arrivais pas à rester concentré. Ok. C'est-à-dire que je regardais plus les oiseaux voler que vraiment être focus sur le cours et être assis. Je pense que voilà, certains savent de quoi je parle, ça arrive à certains. Il y en a qui arrivent à faire du bureau pendant 8 heures et être focus pendant 8 heures. Moi, j'en suis incapable. Et pour autant, sur le chantier, je peux être focus 12 heures sans aucun problème. Parce que je sais où je vais, je bouge, je visualise ce que je vais faire. Et à l'inverse, sur un bureau, je suis un peu des fois perdu assez vite. Et voilà, c'est mes parents, quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit bah ouais, on a fait les journées portes ouvertes chez les Compagnons du Devoir. Là, j'ai vu plein d'autres métiers, je suis resté focus sur ce métier et j'en suis jamais sorti au final. Enfin, on se connaît un petit peu, je sais que t'es un gros travailleur et que tes journées sont longues et que tes semaines sont longues aussi. Est-ce que cette force de travail, elle te vient de l'époque des Compagnons? Parce que tu travaillais le soir, parce que tu travaillais le week-end? Enfin, En toute franchise, ma seule force de travail aujourd'hui, c'est la satisfaction client. J'ai ce besoin que le client soit content. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me défoncer sur un chantier.
que même je pourrais peut-être même faire des choses un peu en plus sur le chantier parce que je sais que ça va pas et que si je le fais pas, le client va être embêté. Alors ça peut être une force comme un inconvénient, hein, mais Parce que tu travailles beaucoup. ouais, c'est surtout que j'ai toujours cette volonté de rien que le fait que le client me dise waouh, ce que vous avez fait c'est au-delà de ce que je m'attendais et qu'il soit content et que j'ai par exemple un avis Google ou juste un remerciement, c'est la seule chose aujourd'hui. Est-ce que tu essayerais pas d'épater le client? Ben, j'essaye, j'astique les tuyaux, ça paraît peut-être qu'il y en a, ils vont se dire mais il est complètement cinglé. Mais en toute franchise, c'est ma force, c'est ça. C'est ce qui C'est que je vais faire le plus qui fait que j'aurai juste ce cadeau-là que le client, il rentre dans la pièce et qu'il fasse franchement, c'est super beau ce que vous avez fait. Ouais, mais donc du coup, est-ce qu'on peut dire que tu es perfectionniste? Je suis perfectionniste, même un peu trop. Mes salariés, voilà, aujourd'hui, c'est mes salariés ils disent on a fait ça parce qu'on savait que si on l'avait pas fait, t'aurais pété un plomb. Parce que j'ai cette volonté de voilà, le client il paye pour un service et je veux qu'il soit rendu même plus que pour ce quoi ils ont payé en fait. Mais Moi aujourd'hui c'est vraiment il y en a ils me disent comment tu fais pour avoir des chantiers. En fait moi ma pub elle est ni sur internet, alors j'ai les réseaux sociaux, j'ai ma communauté, ça m'apporte oui des chantiers et ça rassure certains clients, mais même avant ça que j'ai cette chaîne, ce qui faisait ma pub c'était juste mes chantiers. C'était vraiment voilà, le travail. Donc le bouche à oreille des clients Moi, le client qui dit à sa famille ou à son pote tu peux appeler Gonzague les yeux fermés, il va s'occuper de ton problème et où il va te faire une install nickel. Alors oui, il sera pas forcément le moins cher, mais pour autant, voilà, nous c'est vraiment la politique d'entreprise, c'est ça, c'est la satisfaction client. Bah, je te pose la question maintenant, alors elle aurait peut-être pu venir plus tard, mais est-ce que le fait d'être trop perfectionniste ne grignote pas ta marge chantier parce que tu vas passer beaucoup plus de temps sur un chantier? Si. Comment tu gères ça? Bah, je le gère en le sens où je me dis que à la place de faire de la pub, en fait, cette différence de tarif que je pourrais avoir ou moins marger sur un chantier me permet de ne pas l'investir ailleurs. C'est-à-dire que le temps que tu vas passer à vraiment, entre guillemets, à faire un travail excellent sur ton chantier. Alors attention, le chantier, il est bien vendu pour que j'en vive et que je puisse correctement payer mes salariés et que je sorte une marge. Mais c'est sûr que la marge aujourd'hui, là typiquement, hier, j'étais sur un chantier. La pompe à chaleur qu'on est en train de faire, on va mettre toujours à peu près le même temps, entre 3 et 4 jours. Et la cliente m'a dit... Hier, elle m'a dit, nous on avait eu un autre devis et l'artisan m'a dit, ce sera fait en une journée. Donc à partir de là, tu sais que, alors il était 2500 € moins cher. Mais 2500 €, ça ne te paye pas 3 jours en plus à travailler. Mais pour autant, on fait pas du tout le même travail en fait. Moi, ce qui va vraiment faire le fait que je puisse passer du temps, c'est que je sais que derrière, ça va faire ma publicité toute seule. Moi, je cherche pas de travail. Okay. À aucun moment, je vais mettre des annonces pour chercher du travail. Donc c'est royal, ça. C'est royal. Après, c'est sûr que la perfection, des fois, elle va prendre un peu plus de temps. Et oui, la marge sera moins bonne. Mais si je fais abstraction de ça, j'ai plus la satisfaction client. Okay. Et donc, si j'ai pas la satisfaction client, moi, ça va pas en fait. Donc, c'est pour ça que c'est un compromis. ça s'appelle un compromis. On va y venir, Gonzague. Ok, top. Donc, 23 ans, là, tu quittes les Compagnons du Devoir, tu crées ta boîte direct. Tu l'as créée direct, là, tu te parlais tout à l'heure d'un associé. Alors, j'ai mon associé qui est plus âgé que moi. En fait, moi, quand j'étais chez les Compagnons, j'étais à Strasbourg. À l'époque. Sur ta dernière année? Ouais. Alors, c'était pas forcément ma dernière année. Je devais normalement partir en Australie, faire une année en plus. Okay. Et puis un jour, il m'a dit, il était commercial, donc il tournait un peu sur toute la France. Et il m'a dit, écoute, je suis pas loin de Strasbourg, je vais venir te voir, on va manger ensemble au resto. Donc, c'est, pour que les gens soient au courant, c'est le mari de ma maman. Donc, c'est mon beau-père. Okay. Donc, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, on profite, on mange au resto. Donc, ça arrivait de temps en temps qu'il passe me voir.
Et puis, il me dit, écoute, c'était vraiment la conjoncture était un peu compliquée à cette époque-là, et c'était le dernier arrivé dans l'entreprise. Et son patron lui a dit, écoute, l'entreprise, elle va pas forcément très bien, on va devoir se séparer de quelqu'un, et comme tu es le dernier arrivé, bah forcément, c'est toi qui vas devoir partir. Et donc on en parle, il m'a dit, alors ça va pas se faire tout de suite, hein, ça s'est fait correctement, ça s'est pas fait malhonnêtement. Et il m'a dit, écoute, moi j'aimerais bien ouvrir une boîte dans le photovoltaïque, enfin je veux dire, le bâtiment ça me plaît, c'était le grand rush du photovoltaïque, il s'est dit, voilà, il y a une opportunité. Non, on est en quelle année là? Bah écoute, Quand nous t'as on a créé ta ouvert en boîte 2009, de mémoire, ouais c'est ça, donc c'était courant 2009. Et lui, il était commercial dans le bâtiment déjà Non, ou... dans le stockage, Ouais, donc vraiment rien à voir. rien à voir. Ok. Rien à voir. Mais il s'est dit, voilà, j'aimerais bien faire ça. Il voyait que ça avait le vent en poupe, ça l'intéressait. Alors lui, il a une formation d'électrotechnique. Ah, il avait quand même Ouais. un petit bagage. Et il s'est dit, pourquoi pas. Et puis en discutant, j'ai dit, bah écoute, moi, c'est quand même dommage. C'est que moi, en gros, je vais faire encore 1 an et puis je vais ouvrir ma boîte. Et je savais pertinemment, et en discutant, parce que j'ai travaillé aussi chez les petits artisans, et je le voyais bien, les petits artisans, tout seul, c'est bien dur. beau. Mais à un moment donné, déjà que là aujourd'hui je bosse beaucoup, mais je pense que si alors je ferais pas forcément la même chose. Mais voilà, ça en découlé de ça, c'est que je me dis voilà, ça pourrait être intéressant peut-être qu'on ouvre une boîte ensemble quoi. Et c'est là qu'il m'a dit bah oui, mais aujourd'hui moi je te dis je quitte l'entreprise dans peu de temps et donc je lui ai dit bah je vais en parler avec les compagnons. Donc on a forcément des anciens hein, chez les compagnons, j'en ai parlé, j'aurais dit comment je pourrais faire justement et ils m'ont dit bah de toute façon voilà, c'est la famille qui prime. T'as cette volonté d'ouvrir une société, tu restes compagnon, c'est pas un problème. Alors moi j'ai été reçu compagnon, je suis allé jusqu'au bout des choses. C'est juste que l'année c'était plus une année complémentaire on va dire, C'est un que j'ai diplôme pas faite. compagnon enfin, il y a... Bah il y a plusieurs étapes, c'est un peu comme par exemple au judo avec les différentes couleurs de ceinture quoi. Ok. C'est un peu le même principe. C'est que t'as des épreuves en fait, des étapes comme un examen, comme des choses comme ça que tu passes et à la fin on fait un chef-d'œuvre, ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Où justement on crée une pièce pour un peu montrer notre savoir-faire et puis c'est surtout les valeurs humaines qui sont importantes chez les compagnons plus que la pièce en soi. La pièce c'est plus une satisfaction, enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, c'est de se prouver des choses à soi-même parce qu'en fait tu l'as fait pour toi la pièce. T'as fait quoi comme pièce? J'ai fait 2 lustres, en cuivre inox, cuivre, En inox acier. Ok. Ouais. Donc il y avait toute la gestion électrique, etc. à gérer que j'avais pas forcément grande maîtrise. Donc j'ai appris aussi des choses. J'ai cintré de l'inox, j'ai cintré de l'acier, du cuivre, j'ai fait... Tu me montreras les photos? Ouais, pourquoi pas. Vas-y. Avec plaisir. Et donc voilà, donc en discutant avec les compagnons, bah, ils m'ont dit voilà, ce qu'il faut, de toute façon, il faut que tu le fasses à la fin de l'année. À la fin de ton année, entre guillemets, là à Strasbourg, tu arrêtes et puis tu rentres et tu mets en place ce qu'il faut faire pour monter ta boîte, quoi. Ok. Et donc en 2029, on a... 2009. 2009. Parce que 2029, c'est pas encore 2009, on a ouvert la boîte. Et puis bah, aujourd'hui, ça fait 16 ans, je crois, à peu près. Ça passe vite? Ouais. On a démarré dans un garage. Startup Nation. Ah bah là, ouais, c'était dans le garage de mes parents. Après, on a trouvé un autre local un petit peu plus grand qui était une maison avec un garage un petit peu plus grand. On avait les bureaux au-dessus et à la cave, on avait tout ce qui était stockage. Et là, la grande évolution aujourd'hui, c'est qu'on est passé sur un hangar de 250 mètres carrés pour stocker les camions, avoir du stock, des bureaux de 100 mètres carrés. Donc là, c'est une grosse évolution, donc ça, c'est cool, quoi. Incroyable. Ouais. Donc là, t'as 23 ans, tu crées ta boîte avec ton beau-père. Mm. Raconte, là, comment tu trouves tes premiers chantiers? Alors, les premiers chantiers, c'est un peu comme tout le monde. C'est les amis, les connaissances, alors plus de mes parents, hein, parce que moi, quand je suis entré à 23 ans, je connaissais plus personne ou très peu. Et en fait, c'est parti de là, c'est qu'on a remplacé la chaudière de mon grand-père, qui m'a dit... Le menuisier écoute, ouais. Ok. Il m'a dit, bah écoute... il a fait travailler voilà. son petit fiston. Allez. Donc ouais, il y a une grosse pression quand même, parce que je voulais le rendre fier, tu vois, qu'il se dise, même avec ce que je lui ai appris moi, voilà. Et aujourd'hui, je l'utilise encore sur les chantiers, tout ce que j'ai appris en menuiserie avec lui, je l'utilise énormément sur les chantiers. Et puis bah après, de fil en aiguille, on a commencé à faire du dépannage, et puis après... On a la connaissance d'un tel qui nous a appelés. Alors au début c'était compliqué, hein. On a eu, comme tout artisan qui démarre de rien, ça n'a pas été les grandes années au tout début, hein. On avait des tout petits salaires, mais je m'éclatais et puis j'avais 23 ans donc j'avais pas d'énormes besoins.
T'étais retourné chez ta mère ou? Non, pas beaucoup, parce que le problème, c'est quand tu vis chez les compagnons pendant 7 ans, c'est compliqué de retourner chez tes parents. Ouais, c'est... Tu vois, t'as une énorme liberté que... Ouais, c'est un peu difficile. Je suis resté 1 mois et demi, après j'ai dit, bon, faut que je trouve un appart, parce que t'es un électron libre, quoi. Donc, non, c'était un peu plus compliqué que ça. Oula. Surtout qu'à cet âge, ça a peut-être envie de trouver une meuf et de pas retourner vivre chez ta mère, quoi. Ouais, alors j'étais plus focus, j'ai rencontré ma femme bêtement dans une soirée, mais j'étais plus vraiment focus sur la société, quoi. Vraiment d'essayer de créer quelque chose et qu'un jour mon nom soit connu, quoi. Le nom de la boîte soit connu pour... Elle s'appelle comment ta boîte? Terme Hydrotech. Terme Hydrotech. C'est ça. J'avais la réponse, hein, mais... En fait, j'avais une question. Est-ce que je crois que sur ton site, j'ai pas vu, mais est-ce que tu dis aux clients que tu étais compagnon du devoir? Est-ce qu'ils le savent d'une quelconque manière? C'est vrai que je communique pas énormément là-dessus. Je communique pas beaucoup là-dessus. C'est plus un côté un peu humble. Ok. Parce que je me dis, c'est quand même un bel... Oui, mais tout le monde me le dit. Hein. Ouais. Tout le monde me le dit. Hein. Il y a des clients chez qui je travaille, et puis mon associé qui, lui, est plus dans l'aspect commerce, qui parle plus facilement aux clients, même si je parle aussi aux clients, mais j'ai une approche complètement différente. J'ai plus une approche technique que commerciale. Et quand ils apprennent que je suis compagnon, ils disent, mais pourquoi vous en parlez pas ça m'aurait encore plus rassuré. Mais je sais pas, j'en parle pas beaucoup. Il faut que t'en parles plus, je pense. Ouais, peut-être. Avant qu'on arrive au studio là, de podcast, tu disais que tu avais beaucoup de chantiers. Ouais. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'ils viennent via le bouche à oreille. Que ça. Aujourd'hui, tu as 2 salariés sur le terrain plus ton associé. Est-ce que c'est une volonté de ta part de ne pas vouloir grossir trop? Tu me disais aussi que tu voulais pas embaucher et pas devenir trop j'ai gros. pas une volonté de... C'est quoi j'ai pas une volonté de grossir. Ouais, En tout cas, aujourd'hui, maintenant, on peut dire peut-être demain ça changera, ça j'en sais rien. Mais moi déjà, l'aspect chantier me plaît énormément. En fait, c'est surtout ça qui me bride plus ou moins, c'est que déjà j'ai un énorme besoin de maîtrise de ce qui se fait sur le chantier, de comment c'est fait. J'ai ce besoin qu'un client, quand il m'appelle, je connais son install, je la visualise, je sais ce qui a été fait, je sais quel produit a été installé, même si tu pourrais le faire avec des salariés. Hein. Ouais, mais t'es un artisan. Ouais, au sens le plus noble du mot. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Je dis pas que tu vois que de pas grossir pourrait m'apporter d'autres choses ou d'autres opportunités, mais je sais que j'ai pas Après tu te connais, enfin moi je me connais, j'ai pas le sens du management ultra développé, tu vois, et je me conforte un petit peu avec les habitudes que je peux avoir avec les salariés que j'ai aujourd'hui, en qui je peux avoir confiance. Les salariés que j'ai eus, c'était 2 personnes en reconversion. Okay. Donc quand ils sont arrivés dans l'entreprise, ils avaient une petite maîtrise, et au fur et à mesure du temps ils ont appris, ils ont compris ce que je voulais qu'il soit fait sur les chantiers. Alors ça pourrait se faire avec d'autres, hein. Mais je sais que si j'en ai trop, je pense que j'abandonnerai le chantier, et parce que c'est compliqué pour moi. C'est beaucoup de temps de gestion ouais. Et tu vois, toi qui es un ancien compagnon du devoir, est-ce que tu pourrais pas accueillir... Tu accueilles des compagnons? Non, ça m'arrive. Ok. Mais du coup, il reste pas longtemps dans l'entreprise. Il reste un an. Ouais. Mais ça peut être une opportunité des fois par exemple de voir... j'en ai eu 4 au total, voire même 4. Alors j'ai eu des compagnons qui démarraient, j'en ai qui avaient beaucoup plus d'expérience. Et ça se passe bien, mais parce qu'il y a cet esprit de bien faire. Surtout chez les compagnons. Ouais. Et du coup, en fait, si je comprends, toi, t'aimes bien la technique. Et t'aimes bien, par exemple, j'imagine, hein, mais je te pose, c'est aussi une question, mais sur le chantier, c'est toi qui fais les trucs les plus techniques. Ouais. Je sais pas, des cintrages un peu compliqués. Alors après, les gars, ils apprennent tout ce qui est carottage, en général, c'est moi qui fais. Tu veux éviter que la maison elle s'écroule? Non, c'est même pas une question de... non. Mais en fait, quand tu fais du carottage, typiquement, ça, c'est... quand tu le fasses, faut que tu aies confiance, quoi. Parce que la carotteuse, elle te rate pas si tu la tiens pas bien, etc. Et je sais que les gars,
Ils sont pas à l'aise avec ça, donc c'est moi qui le fais aujourd'hui. Mais Non, dans mais tous tu les vois, cas, à un moi, moment donné, tu vois, je vais ouais. avoir 40 ans, et dans 10 ans, j'en aurai 50. À un moment donné, les carottages, il va falloir que j'apprenne à que ce soit plus moi qui les fasse, C'est quoi. ce que j'allais dire. Moi C'est aussi. d'essayer aujourd'hui. Je pense que moi, je suis dans un virage aujourd'hui où ce que je faisais et ce que je fais encore aujourd'hui, c'est en train de s'améliorer parce que je prends aussi sur moi. C'est-à-dire que, je veux dire, les gars sont tout aussi capables que moi de le faire. C'est juste en fait d'essayer de leur donner confiance pour le faire en fait. Et d'accepter, c'est surtout ça, c'est de pouvoir accepter qu'il y ait des erreurs de fait. Parce qu'en fait, une erreur, ça se rattrape. Alors quand je te dis là, aujourd'hui, quand je te dis ça, je prends sur moi, hein. Parce que t'aimes pas les erreurs. Bah non, mais j'en parle parce que c'est hyper important d'en parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artisans qui sont comme moi. Et j'ai toujours cette volonté de vouloir toujours tout maîtriser à 100%. Sauf qu'à un moment donné, à vouloir tout maîtriser, tu laisses pas la place aux autres, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tout repose sur toi. Et je pense qu'il y a énormément d'artisans qui sont comme ça. Et je pense beaucoup d'artisans aussi qui n'embauchent pas à cause de ça. C'est qu'en fait, comme tout repose sur toi, tu as l'impression que si tu le fais pas, le monde il va s'écrouler. Et ça, c'est une sensation que j'ai en moi, en interne, où je suis en train de travailler énormément dessus. Ouais, t'as besoin de J'en parle pas contrôle. forcément beaucoup sur les réseaux sociaux, mais le peu de fois où j'en ai parlé, parce que c'est important et je pense qu'il faudrait que j'en parle plus, c'est que il y a beaucoup d'artisans qui se sentent seuls parce qu'ils ont l'impression sont seuls à avoir ce problème. Et à l'inverse, je pense qu'il y en a énormément qui l'ont. Bien sûr. Et c'est un gros travail, c'est d'essayer de travailler sur la confiance, enfin donner la confiance aux gens avec qui ils bossent avec toi, de leur faire comprendre que bah, s'il y a une erreur en soi, moi j'ai appris mon métier, et typiquement, tu vois, c'est contradictoire avec ce que je vais te dire, mais j'ai appris mon métier parce que des boîtes m'ont laissé seul Ouais. à me démerder. Et j'ai fait des conneries. Je les ai réparées, mais au final, il y a comme ça que t'apprends. Bah ouais, et c'est Et- erreur. C'est ça. Mais du coup, je pense que c'est un des gros pièges de l'entrepreneuriat, tu vois, parce que bon, bah, on a tous été salariés à un moment donné dans notre vie, même si c'était des petits boulots. Et on se dit, vas-y, je vais créer ma boîte, je vais être le patron, et je vais avoir plus de liberté. Non, mais ça, c'est totalement faux. Ça, c'est totalement faux. Est-ce que tu peux en parler de ça? Parce que là, ce que tu dis, c'est ça, en fait. C'est que finalement, tu as peut-être moins de liberté que quand tu étais salarié, parce que aujourd'hui, tu as besoin de contrôler. Si tu fais grossir, c'est que tu acceptes l'erreur de collaborateurs. Comment... Ben, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ce constat-là que finalement, quand tu es patron, alors oui, tu as la liberté de décider de tout, mais tu es aussi, entre guillemets, emprisonné dans ton entreprise. Déjà, ça dépend le tempérament que t'as. Si t'as le tempérament que j'ai aujourd'hui d'avoir, en gros, ce besoin de satisfaction, moi j'ai toujours été à la quête de... Alors t'expliquer pourquoi, j'en sais rien, parce que j'ai pas eu une enfance douloureuse, loin de là. Mais j'ai toujours eu la quête de montrer aux gens que j'étais capable. Ça, c'est... Besoin d'accomplissement. Ah, c'est ouf. Et aujourd'hui, voilà, même avec En fil ton bleu, aujourd'hui, ça me valorise et ça... Et j'avais ce besoin, en fait, de partager, de montrer que j'existe en partageant mon métier. Et j'avais toujours cette volonté que mon nom soit écrit quelque part. Pas forcément pour un truc exceptionnel, mais j'ai toujours eu cette sensation, même si je suis parti chez Compagnon, que je me suis investi à 400% dans ce que je faisais. À partir du moment où j'ai trouvé ma voie, je me suis dit, cette voie-là, elle va me permettre de me faire un nom. Alors quand je dis un nom, c'est... tu croises un de tes clients dans une boulangerie, il te reconnaît et il est content de te voir. Et la seule chose qu'il va te dire, c'est « Ah ouais, moi je suis super content, ça marche bien. » C'est ça, hein, Ouais. c'est pas la quête de la célébrité, c'est pas du tout cette quête-là. C'est plus une quête de reconnaissance, ouais, c'est ça. C'est une reconnaissance, un besoin de reconnaissance qui est gigantesque. La pyramide de Maslow. Mais ça a aussi des inconvénients, c'est que ça te bride sur plein d'autres choses. Et là, tu parlais des réseaux sociaux. Tu t'es lancé quand? 2014, je crois. Donc, entre la création de ta boîte et En fil ton bleu. Ça avait aucune... en fait, il n'y avait aucun besoin d'être sur les réseaux sociaux ou d'être visible. En fil ton bleu a démarré déjà sous Terme Hydrotech. Il y a eu un compte Instagram. En fait,
j'avais toujours des clients qui me disaient oui, bah ok, l'install que vous faites, c'est bien, mais ça ressemble à quoi? Ça a quelle taille? Dans un local technique, quelle place ça prend? La pompe à chaleur dehors, quelle esthétique elle a, etc. Plutôt que de montrer des flyers de pompe à chaleur, tu vois, bien finis, sur un catalogue où en fait tu vois bien que la pompe à chaleur n'a jamais été posée, elle est juste posée au sol, il n'y a pas de raccordement. Je me suis dit, je vais créer un compte Instagram et tous les chantiers qu'on va faire, on va les photographier. Et comme ça, on dira aux clients, ben, allez voir sur Instagram, il y a des installs de pompes à chaleur, de chaudières, de salles de bain, etc. Et moi, j'ai une clientèle en fait où c'est pas trop réseaux sociaux, Instagram. En fait, ça n'a pas du tout marché, Ok. très très peu. Pour autant, j'ai commencé à avoir des messages privés en me disant bah ouais, j'ai vu tes photos, comment t'as fait ci, pourquoi t'as posé ça, des questions en fait techniques. Donc je répondais, j'en avais quelques-uns par semaine, mais c'était pas énorme. Et puis en étant sur les réseaux, je me suis dit, je voyais des gens qui faisaient des stories. Donc j'ai dit bah pour répondre aux messages plutôt que de répondre à chaque fois la même chose, qu'il y avait des questions qui étaient quand même assez récurrentes, je me suis dit bah je vais faire une story, on verra bien. Donc première face cam, tu vois, t'es pas à l'aise, etc. Mais tu le fais, je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je l'ai fait. Mais vraiment sans aucune volonté d'être présent sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça c'était pas du tout mon tempérament de base. Et là, alors peut-être que c'est l'après-Covid qui a fait ça, j'en sais rien. Moi c'était juste à peu près ça. C'était pendant le Covid à peu près. Et là, ça a été fou. C'est que ça a commencé à prendre. Je répondais à plus en plus de messages. Et puis, il y en a qui me disaient ouais, ce serait bien que tu filmes tes chantiers pour montrer un peu la partie technique, parce qu'on voit que des photos. Mais ce serait bien qu'on voit un peu l'install. C'est les mecs qui t'ont guidé, quoi. Bah ouais. Et puis après, je me suis dit, bon, bah là, comme je commençais à partager pas mal mon métier, je me suis dit, c'est carrément un autre domaine que propre à l'entreprise. Et donc en fait, ma sœur, je lui ai dit écoute, je veux faire un compte Instagram pour créer du contenu et partager ce que je fais. Et je lui ai dit il faut que tu me trouves un nom. Ma sœur, elle est un peu dans la com, etc. Et on discutait, et puis elle me dit ouais, ça pourrait être marrant que tu t'appelles, par exemple, je sais pas, Enfile ton bleu, ça pourrait avoir une bonne connotation. Et là, je me suis dit mais ouais, mais ça c'est trop bien. Et en fait, c'est parti de là. Elle m'a créé un petit logo avec un petit bonhomme avec une salopette, Enfile ton bleu. Gonzague d'Enfile ton bleu. Et là, c'est parti. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce que j'adore énormément. Et ce que m'a apporté Enfile ton bleu, c'est que je me suis senti beaucoup moins seul. Parce qu'en fait, à vouloir travailler avec cette perfection, même si ça m'empêche pas de faire des erreurs, voilà, je suis pas meilleur qu'un autre. Mais ça m'a apporté énormément dans le sens où je me suis dit, ouais, en fait, je suis pas tout seul. Et en France, il y a quand même des gens qui passent du temps sur leur install, qui ont cette volonté de bien faire, d'aller jusqu'au bout des choses, parce qu'aujourd'hui on voit malheureusement plus ce qu'on va appeler un chantier rentable qu'un passionné et un artisan qui aime ce qu'il fait en fait. Et que sa seule volonté c'est de partir du chantier avec quelque chose qui tourne, qui soit nickel, propre, plutôt que d'avoir un truc qui est balancé au mur et en une journée ou deux et que tu vois bien que voilà, il n'y a aucune passion là-dedans, c'est juste de la brancher, de la mettre en route, que ça tourne et qu'on facture quoi. Et donc moi, Enfile ton bleu, ça m'a apporté énormément ça. C'est que je me suis dit, je me suis pas senti tout seul. Je commençais un peu à m'essouffler, tout seul, avec la boîte. Parce qu'en fait, j'avais toujours cette perfection. Pour autant, tu sais, quand tu fais un truc et que tu te dis, t'es tout seul à le faire et que on n'arrête pas de te dire, c'est bien, mais à un moment donné, t'en fais de trop, quoi. Ouais. Et d'avoir cette communauté-là qui me disent, ben, en fait, ce qui est bien, c'est que je me reconnais en toi et ça me donne envie comme toi, d'essayer de refaire un peu mieux les choses. Parce qu'en fait, à force de te dire et d'entendre répéter que t'en fais trop, bah, tu commences à en faire moins. Puis t'es plus fier de toi. Puis tu t'essouffles, en fait. Et moi, Enfile ton bleu, ça m'a relevé et ça m'a donné goût à... Par exemple, tu vois, je suis parti faire les meilleurs artisans de France. C'est grâce à Enfile ton bleu. Okay. C'est parce que les gens m'ont dit, ouais, il y a un concours, c'est cool, tu devrais essayer... Et puis ça a donné à d'autres envie de le faire juste après. On a tout filmé. Voilà, c'est vraiment un partage de passion et d'amour du métier. Moi qui m'importe plus que le reste. Donc là, tu as créé Enfile ton bleu. Je crois que tu as quand même pas mal d'abonnés. Là. Même si tu t'en fous, mais à peu près, tu as combien d'abonnés? Alors, le plus important, c'est sur TikTok pour autant. C'est là où j'ai le moins d'échanges avec les gens. Moi, j'ai même pas TikTok. On a 140 000 sur TikTok.
Mais TikTok, voilà, c'est une plateforme qui est assez spécifique. Il y a de plus en plus de gens techniques, quand même. À l'inverse, au début, c'était pas trop le cas. Mais ma grosse communauté aujourd'hui, c'est Instagram. Vraiment, les gens avec qui je partage tous les jours, c'est Instagram. Il y en a combien? Peut-être 20 000, 24, je crois. Ok. Ouais, 24, je crois. Je crois que tu es Ouais. sur YouTube aussi. Ouais. YouTube, je le vois plus comme un prolongement d'Instagram. Ok. C'est-à-dire que je fais plus des vidéos parce que moi, quand je partage du contenu, je suis une pipelette. Enfin, je m'arrête jamais parce que j'ai envie de tout montrer, j'ai envie de tout expliquer. C'est vrai, j'aimerais bien qu'Instagram mette les stories en x2 parce que Ouais, quand je c'est regarde ça. Gonzague, il faut 30 minutes. C'est ça. Et je partage des publications qui font entre 5 et 10 minutes. Mais il y a une communauté pour ça. Tu vois, moi, le but, c'est pas la course à l'échalote et d'avoir 1 million d'abonnés. C'est pas du tout mon Non, délire. je sais, et moi, enfin, bon, on se connaît un petit peu, je sais que t'es un passionné, et c'est ça qui me fait kiffer. Mais là où je voulais en venir et parler de tes nombres d'abonnés, c'était pas pour le résultat en lui-même, c'est plutôt pour dire pour ceux qui nous regardent et ceux qui souhaitent se lancer, un peu maintenant, tu as de l'expérience sur les réseaux. Comment est-ce qu'on fait grossir une communauté? Tu vois, moi aussi, je suis présent sur les réseaux, c'est quelque chose qui m'intéresse. Déjà, la base de base, c'est quand tu le fais, déjà, c'est quel est l'objectif? Déjà. Et donc, toi, c'est quoi ton objectif? Moi, c'est vraiment de partager et de montrer aux autres que voilà, on peut faire les choses bien. Ok. Donc, c'est ce qui Et fonctionne sur les réseaux, d'aider. c'est de partager. Ce qui finalement. fonctionne aujourd'hui, c'est par exemple, typiquement, l'exemple, c'est par exemple une personne en reconversion qui a mon âge, qui a pas comme moi 7 ans à passer chez les compagnons à se former. Bah, le but de mes contenus, c'est quand je reçois un message grâce à toi, ça m'a rassuré, j'ai ouvert ma boîte et grâce à tes contenus, ben, j'ai appris énormément, j'ai appris des petites astuces que moi j'ai mis du temps et des années à apprendre. Moi je les partage parce que en gros ça va faire gagner du temps à ces gens-là. Et une personne qui a 39 ans, qui avait je sais pas un salaire de 3-4 000 euros, quand il se lance en tant qu'artisan, il faut qu'il crapahute un petit peu pour les sortir. Donc Ouais. le but c'est qu'il gagne en expérience pour avoir des chantiers qui puissent être valorisants, qui puissent faire une marge conséquente, correcte, pour en vivre. Et en fait, ces gens-là, ils ont une volonté et plus ils jouent avec le temps. Donc, tu vois, ils absorbent énormément tout ce que je peux dire pour vraiment le mettre en application sur le chantier. Et aujourd'hui, en fil tombeux, c'est ça. C'est vraiment soit de lancer un apprenti ou lui donner envie de faire bien les choses, soit une personne en conversion qui veut ouvrir sa boîte, qui se pose plein de questions et qui se dit, bah ouais, en fait, ça y est, en fait, même en n'ayant pas ouvert sa boîte, il comprend comment ça marche, comment ça s'installe, même si chaque marque a ses petites particularités, mais tout le partage en fileton bleu, c'est ça, c'est de donner des astuces, de leur faire gagner du temps, tout simplement. Je m'en souviens quand j'étais encore au lancement d'Interface, donc il n'y avait même pas encore de logiciel. Je t'avais découvert sur LinkedIn et tu avais partagé une vidéo où je crois que tu avais réalisé un collecteur. C'est Et je ça. me suis dit, putain, le mec, c'est un tueur. Bah, en fait, c'est rendre l'impossible possible. C'est surtout ça, c'est de casser un peu les barrières déjà d'expliquer que oui, ça prend du temps. Mais encore une fois, moi je l'explique, c'est que ce temps-là que tu investis, pour moi, c'est ta carte de visite. Après, ça dépend de la volonté que tu as. Si c'est vraiment... Mais les deux peuvent être cohérents, hein. Tu peux faire ce que je fais, bien gagner ta vie. Pour autant, t'es pas un voleur. C'est-à-dire que tu vends ce que tu fais et le temps que tu passes. Après, il faut que tu aies les clients en conséquence. Ce qui est compliqué pour un artisan, c'est ça. C'est de trouver la clientèle qui accepte de payer pour comment tu vas travailler, comment tu vas réaliser tes chantiers, quoi. Ouais, mais toi, par exemple, tu as beaucoup de chantiers là. Ouais. Donc, tu as, entre guillemets, je mets des guillemets parce que je suis pas sûr de tout, mais tu as du mal à tout réaliser. Donc, je veux dire, tu sélectionnes aussi tes chantiers et t'en acceptes, mais il y a des délais un peu qui sont prolongés pour aujourd'hui, tes clients. oui, j'ai ce privilège de pouvoir dire non. Mais est-ce qu'avec tes réseaux, par exemple, tu pourrais pas, je sais pas, trouver des sous-traitants ou embaucher d'autres personnes pour Je pourrais. grossir? Je pourrais. J'ai aussi pas mal de candidatures hein, sur les réseaux de personnes qui me demandent de venir bosser pour moi. Mais ouais, j'ai toujours cette peur qu'il faudra que je corrige. Hein. Mais j'ai toujours cette peur d'être soit déçu ou soit de plus pouvoir aller sur les chantiers.
Alors, s'il y a des hypnotiseurs qui corrigent les peurs, qui regardent cette vidéo, Non, mais c'est contactez important de le Gonzague. dire. Parce Ouais. qu'en fait, on entend. Tu vois, Instagram, c'est un peu la vie parfaite. Ouais, c'est la vitrine, quoi. C'est ça. C'est vitrine extérieure. plutôt. Mais derrière, il y a plein d'autres choses. Et en fait, personne n'en parle, mais la plupart des artisans le vivent. Mais tu parles de tes galères aussi, des fois. Une fois, Oui, je m'en souviens, mais je bien sais pas, sûr. ton camion, t'étais passé sous un Ouais, tunnel ou je sais bien plus, sûr. là, t'avais explosé le. Ouais. Mais ça, où je fais une fuite sur un chantier, je veux dire, quel plombier n'a pas fait de fuite, en fait c'est pas parce que. C'est ce que j'essaye de dire. Il y en a qui me mettent sur un piédestal, mais pour autant, en fait, c'est juste une question de volonté et de savoir où tu veux aller qui est le plus important. Et moi, je veux plus être une force pour que cette personne-là se dise bah, j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie de devenir ce qu'il est, parce que moi, aujourd'hui, j'ai. Pareil, c'est des. T'as envie d'inspirer les T'as gens. une référence par rapport à ce que tu fais. T'as toujours quelqu'un qui va te pousser vers le haut. Bah moi en fait ce que j'ai envie de faire, c'est que ces personnes-là se disent j'ai envie d'être meilleur que lui. Et qui te tire vers le haut, toi, aujourd'hui? Bah par T'as exemple, des idées en tête? moi quand je vois par exemple, là on va en profiter, parce qu'il y a Laurent Aubel qui est pas loin. Ok. Mais quand je vois des personnes comme ça qui sont parties de rien, et j'ai plein d'autres exemples, mais ce que je me dis c'est que demain, j'ai cette volonté de vaincre un peu mes peurs par rapport à ce que je fais aujourd'hui et d'essayer justement de développer la boîte et de peut-être grossir et de gagner, par exemple, réussir à faire du management, ce que j'ai beaucoup de mal à faire aujourd'hui. C'est qu'en fait, c'est pas de rester dans le confort que j'ai aujourd'hui, c'est un peu comme quand j'ai fait les meilleurs artisans de France. Moi, je voulais être premier. T'es arrivé deuxième, je Je crois. suis arrivé deuxième, malheureusement. Même si je l'ai mal vécu au début, enfin même très très mal vécu, pour autant ça m'a appris énormément sur l'organisation. Ça m'a remis en route sur plein de choses sur le métier, sur gagner du temps, bien s'organiser, etc. Et ça, je m'en suis rendu compte bien après. Mais en fait, le fait de voir, de se surpasser et de s'exposer m'a appris énormément de choses. Donc en fait, c'est toujours ça, c'est que tu as des gens qui... Moi, je vois pas les gens qui réussissent comme me dire ouais, de toute façon, lui, il a fait ça, il est blindé. Tu vois, j'ai pas cet aspect critique. Moi, j'ai plus... peu importe ce que tu fais, et moi, ça me donne envie d'aller plus loin, et je me dis que si quelqu'un peut le faire, pourquoi pas moi le faire. Mais j'ai un premier travail sur moi, qui est de réussir à vaincre un petit peu toutes ces craintes qui me font plus reculer, même si je me plais dans ce que je fais. Peut-être. C'est ça. Pas reculer, peut-être. C'est qu'aujourd'hui, je pense que si je faisais plus confiance et que j'enlevais une partie de cette maîtrise que je souhaite avoir aujourd'hui sur tout, et la satisfaction client, et j'ai toujours cette peur d'une personne qui serait pas contente. Tu vois, ça c'est un truc, si j'arrive chez un client, et ça m'est déjà arrivé, hein, Ouais, mais tu vois, tu vois, Romain Finet que tu connais, il me racontait, donc il faisait des chantiers et tout pour son patron. Et bon, imaginons que tu sois patron, et il arrive, il était, je sais plus, 18h, le patron il arrive, il dit mais c'est quoi ces cintrages de merde? Il prend la disqueuse et il a dézingué tous les tuyaux, tu vois, et il a dit tu recommences. Est-ce que, je sais que ça, enfin, dans l'esprit de délégué, là c'était un peu hardcore, mais tu peux pas prendre des employés et quand même surveiller ce qui se passe, mais peut-être essayer de gérer plus de chantiers ou autre. Mais aujourd'hui, je fais un gros travail là-dessus, hein. Je travaille énormément là-dessus. J'ai pris un coach pour ça. Ok. Parce que je sentais qu'à un moment donné, en fait, tout seul, quand tu veux régler des problèmes que tu connais, si t'as pas quelqu'un de l'extérieur qui te met le doigt là où il faut appuyer fort pour que ça fasse très mal, tu te dis toujours je vais le faire, tu le fais une semaine, tu le fais 2 semaines, et puis après la vie reprend et c'est reparti comme avant. Donc là aujourd'hui l'avantage que j'ai, c'est que, alors ça va prendre du temps parce que c'est plus un travail psychologique que propre au métier. C'est vraiment c'est dans ma tête qu'il faut que ça se règle. Voilà. Et il faut que je fasse abstraction à ça, ou que je tourne mes avantages pour me faire avancer. Et aussi pour faire des choses que je vais faire pas forcément par volonté, pour me rendre compte qu'au final, ça roule quand même. Tu vois, et qu'en Fileton Bleu, aujourd'hui par exemple, en Fileton Bleu m'a permis de me rendre compte que quand je viens de faire un podcast, quand je pars 3 jours sur un salon,
bah la boîte elle a pas déposé le bilan en fait. Et d'ailleurs, quand tu es en vacances ou à l'extérieur et tout, les chantiers, ils avancent quand même ou du Bien coup, sûr. tu mets tes gars au chômage partiel, tu leur dis écoutez les mecs, Il y a juste au mois d'août où je m'accorde 3 semaines où la boîte elle est fermée ok, à 200%. ok, ok. Où vraiment j'essaye de vraiment m'aérer la tête pour vraiment relâcher un peu tout ça. Mais tu vois, c'est de mettre en place des choses sur lesquelles je vais peut-être me forcer, même sûr. Mais au final, Faut en que fil ton bleu m'aide aussi à me dire, bah tu vois, quand tu fais autre chose et ce que je fais aujourd'hui, ça me plaît énormément de le faire. Ça fait partie du partage et j'aime beaucoup faire ça. Et pour autant, quand je fais ça, bah, la boîte, elle continue à tourner. Faut que ton coach il te fasse des prises de soumission, je pense. Peut-être. Non, mais c'est un travail de longue haleine. Mais je pense que, tu vois, si on se refait un podcast dans 1 ou 2 ans, je pense que j'aurais grandi par rapport à ça. Et je pense que cette partage d'expérience, je le ferai aussi sur les réseaux. Et ben, je te lance le challenge. Voilà. D'ailleurs, du coup, si j'allais y venir en plus, mais c'est quoi tes prochains objectifs pour Terme Hydrotech là, du coup? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les 12-24 prochains mois? Mais mon objectif Terme Hydrotech, c'est essayer de mettre des process en place Ok. dans la société. Pour, par exemple, demain, on en parlait, j'embauche quelqu'un, il y a des process en place. Alors, il y a un accompagnement qui sera fait, mais que je sois sûr que grâce à ce process, déjà, il y aura un guide, un peu comme une notice, et réussir à mettre en place des process pour que ce que je souhaite qu'il soit mis en place soit fait, et en plus, grâce à l'interface, je peux le contrôler. Donc, en fait, il y a 2 aspects, c'est de vraiment réussir à mettre un process en place qu'on a déjà fait beaucoup, mais c'est pas encore totalement abouti. Donc vraiment là sur les 1 ou 2 ans à venir, c'est vraiment d'avoir des process en place pour que ce soit encore plus structuré que ce soit aujourd'hui, quoi. Donc je résume, mais c'est un peu pour que tu puisses, entre guillemets, déléguer plus parce que tu as mis des process en place et que... Moi j'ai une volonté, c'est que la boîte continue à tourner, et ça c'est mon prochain objectif, et de avoir plus de temps pour Enfile ton bleu. Ok. Pour pouvoir créer du contenu encore plus quali, vraiment retour aux bases. Enfile ton bleu, c'est vraiment... J'allais y venir pour Enfile ton bleu là. Ouais. C'est quoi les objectifs 12-24 prochains mois? C'est le retour aux bases pour vraiment... parce que moi je partage beaucoup mes chantiers, mais on va très vite sur de la technique. Et c'est vrai que des personnes qui sont en reconversion, même s'ils arrivent à s'y retrouver, mais il faut qu'ils regardent plusieurs vidéos pour essayer de comprendre le fonctionnement, même si j'en parle assez souvent. Mais le but d'Enfile ton bleu sera vraiment de créer du contenu de formation vraiment en partant des bases pour atteindre cette technique. Et aujourd'hui, les bases, c'est un peu... ouais. Bah, c'est tout. C'est détailler les composants, voilà. je sais pas, dire les Un caractéristiques. groupe de sécurité, expliquer à quoi ça Ouais. sert, pourquoi on met un ballon de tel volume, pourquoi en chauffage on fait ça, pourquoi... À quoi sert comment on règle un circulateur de chauffage, par exemple. Ok. De comprendre, en fait. De permettre aux artisans de faire un chantier où ils comprennent à quasi 100% ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, les marques biberonnent un petit peu les artisans, c'est-à-dire qu'elles font tout pour eux. Sauf qu'à un moment donné, l'artisan se retrouve à faire des choses qu'il ne comprend pas. Et moi, parce qu'il achète la chaudière, il doit juste brancher. Et en fait, les marques aujourd'hui mettent tout en place parce que je sais pas s'ils se le disent, mais ils se disent ouais, les artisans ils sont pas tous futés, donc on va tout faire pour que ce soit le plus simple possible. Moi, je pense pas que c'est pour ça, mais j'en sais rien. Je pense que c'est pour que les chantiers aillent plus vite et que la main-d'œuvre soit moins spécialisée. Il y a une partie là-dessus, mais on va pas se cacher que dans l'artisanat, il y a quand même un gros manque de compétences et il y a beaucoup de gens qui se forment pas. Et je pense que ce manque de connaissances est comblé par les marques qui développent de plus en plus de choses où en gros, tu as juste des boutons sur lesquels tu appuies. Mais moi, j'ai toujours cette volonté de comprendre ce que je fais. Il n'y a rien de plus satisfaisant pour un artisan de comprendre comment il règle son circulateur plutôt que d'appuyer sur automatique. Et en fait, parce qu'il y a des soucis, et le fait de comprendre son métier, et à un moment donné, tu es confronté à des problèmes que si tu sais pas comment ça fonctionne, tu peux pas régler le problème assez facilement et tu vas y passer 3 heures. Donc vraiment, c'est une volonté d'Enfile ton bleu, c'est de repartir aux bases, de savoir quel diamètre de tuyau tu dois mettre en fonction de ce que tu fais, comment tu règles ton circulateur, pourquoi on met tel produit et tel produit, enfin voilà.
D'ailleurs, je te remercie parce que moi, j'ai appris beaucoup, par exemple, sur des tutos sur Internet, ça peut être tout, mais là, je pense à Laurent Jacquet, tu vois, j'apprenais le multicouche, ça venait de sortir, tu vois, il expliquait les caractéristiques et autres. Et donc, je remercie tous les créateurs de contenu qui prennent beaucoup de temps, des fois, pour expliquer des choses et qui permettent à tout un tas de personnes d'apprendre de manière un peu moins académique qu'à l'école ou dans un livre. Bah, c'est top, je te remercie. Petite question, je sais pas si tu aurais une réponse, mais est-ce que tu as en tête un dirigeant au parcours inspirant que je pourrais rencontrer? Ça peut être un ancien compagnon, enfin un compagnon du devoir chez qui t'es allé, un patron qui t'inspire. Là, comme ça, alors je vais te dire un truc qui a rien à voir avec mon métier. Vas-y. C'est la personne qui a... tu vas halluciner quand je vais te dire ça, mais là, ce qui m'inspire aujourd'hui, par exemple, c'est la personne qui a créé Finari. Ah ouais, Mounir, je crois. Ouais. Je trouve que... Ouais, je sais pas, alors moi, c'est parce que je lis son bouquin, ça n'a rien à voir, hein, mais... Sur l'investissement ? Ouais. Et je trouve que même pour un artisan, c'est hyper important, tout cet univers qui tourne autour pour ta retraite, toutes ces choses-là. En fait, quand tu es artisan, tu gères ta boîte comme un bon père de famille, mais en fait, tout ce qui tourne autour et ce qui pourrait te permettre de garantir une vie un peu meilleure quand tu pars en retraite, c'est quelque chose que j'ai énormément négligé. Et aujourd'hui, je regarde beaucoup ses vidéos, j'ai lu son bouquin. Alors c'est pas une pub, hein, non, le salut, il est très fort. Mais je trouve que son évolution et ce qu'il a réussi à aller chercher en financement... Alors il a pas fait ça tout seul, mais je sais pas, aujourd'hui c'est une personne que... Même si je le connais pas personnellement, Bon, on le mais salue, c'est quelque chose qui a été mis en place et que je trouve chouette et que j'utilise son outil, etc. pour tous les placements, même si j'en ai pas des millions. Mais je pense que les artisans, ils négligent beaucoup ça. Moi, le premier. Et je pense que gérer son patrimoine et d'avoir des solutions pour... on est quand même énormément taxé. Donc, tu vois, de trouver des solutions pour les artisans pour plus tard ou même garantir ne serait-ce que sa famille. Demain, s'il m'arrive quelque chose, je suis un peu plus sécure qu'il y a 1 an ou 2 où je sais que voilà, mes enfants, s'il m'arrive quelque chose, ou ma femme, il y a des choses qui sont mises en place, quoi. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Gonzague. J'espère qu'on se reverra dans 2 ans du coup. Tu auras lâché du lest. On se donne rendez-vous dans 2 ans. Et ouais, merci infiniment et je te dis à très vite. À très vite.